Et si la capitale de la démocratie occidentale devenait soudain l'exemple à éviter? Depuis des décennies, Paris symbolisait l'ordre, la grandeur, le centre d'un pouvoir rationnel. Mais aujourd'hui, la ville lumière chancelle. Les barricades enflammées remplacent les promenades matinales, tandis que les écoles ferment et que la confusion gagne jusqu'aux portes du gouvernement. Ce matin, la France n'est plus le modèle à imiter. Elle offre au monde le spectacle renversant d'une nation au bord de l'effondrement. Les ministres, submergés, quittent leur poste en pleine tempête. Dans les rues, la voix du peuple résonne à nouveau, et la stabilité nationale ne tient plus qu'à un souffle. Dans cette ambiance électrique, Emmanuel Macron ne dispose que de 7 heures pour sauver son mandat. 7 heures pour regagner la confiance d'un peuple qui doute à chaque minute. Peut-il encore inverser le cours du destin, ou assiste-t-on à la faillite en direct d'un système autrefois jugé indestructible? Le plus troublant, c'est qu'alors que Paris plonge dans l'incertitude, certains, restés dans l'ombre, avaient déjà pressenti la tempête. Ibrahim Traoré, longtemps sous-estimé, aurait-il vu l'effondrement venir mieux que tous les experts réunis? Était-ce de l'instinct, une lucidité aiguë, ou la preuve que le modèle français n'est plus une référence, mais un avertissement pour la planète? Ce qui se joue ici dépasse la simple crise politique. Il s'agit de la crédibilité internationale de la France, de la solidité de ses institutions et de la confiance de tout un peuple. Fermer les yeux serait risquer l'avenir de la nation et offrir au reste du monde la démonstration que même les piliers de la démocratie peuvent s'écrouler. Pour saisir comment la France, jadis inébranlable, en est arrivée à ce point de rupture, il faut remonter aux premiers signes du dérapage. Tout a commencé bien avant que les flammes n'embrasent les boulevards. Revenons au moment où les certitudes ont commencé à vaciller. Paris ne s'éveille plus au parfum du café, mais au hurlement des sirènes et à la lueur tremblante des barricades. Là où régnait autrefois l'élégance du petit matin, ce sont désormais les gaz lacrymogènes et les cris qui rythment les rues désertées. L'image d'une capitale paisible s'est effondrée, révélant une ville assiégée, blessée, méconnaissable. Derrière cette explosion de colère, une réalité plus sourde s'étend. Celle de l'austérité, des coupes budgétaires répétées, des promesses politiques évaporées sitôt les micros coupés. Les gouvernements successifs invoquent la nécessité, prêchent la rigueur pour sauver l'économie, mais les sacrifices n'ont jamais été également partagés. Les citoyens, eux, ne vivent pas une équation comptable. Ils endurent chaque ligne de ces décisions dans leur chair. Pour beaucoup, il ne s'agit plus de chiffres, mais d'une lutte pour la justice et la dignité. Les familles rencontrent la crise dans la fermeture soudaine des écoles, les files interminables aux urgences, les retraites gelées, tandis que les prix s'envolent. Les soignants multiplient les heures dans des hôpitaux à bout de souffle, contraints de choisir entre la vitesse et la dignité humaine. La fracture sociale n'épargne personne, quelle que soit l'opinion politique. Le sentiment d'abandon est général. Au comptoir d'un café ou dans les files d'attente, la même rengaine revient. Nous avons travaillé, nous avons tout donné, et aujourd'hui, on nous laisse de côté. Ce n'est plus seulement une question de gauche ou de droite, mais une blessure profonde dans le tissu républicain. Face à cette crise, il ne s'agit plus seulement de gérer un budget, c'est la survie du contrat social qui est en jeu. La confiance fragile entre l'État et les citoyens vacille, la peur de voir le modèle républicain s'effondrer sous la pression grandit. Si cette confiance se brise, c'est l'édifice démocratique tout entier qui menace de s'écrouler. Dans chaque foyer, la crise a un visage concret, celui de l'enfant privé d'école, du retraité qui compte les jours, du soignant à bout de force. La violence n'a pas jailli d'un coup. Elle est le fruit d'années de frustration, de paroles politiques qui résonnent à présent dans le vide. La confiance s'est consumée et le dialogue semble rompu. Quand le sentiment d'injustice dépasse les clivages, la rue devient tribunal. Les slogans fusent, les barricades s'élèvent, la police avance dans un ballet devenu quotidien. Pour beaucoup, la politique n'a plus de visage, seulement des élites interchangeables, tandis que le peuple paie la note. La fracture n'est plus idéologique, elle est existentielle. Paris, autrefois vitrine d'un Occident sûr de lui, s'expose désormais aux mêmes vulnérabilités qu'il dénonçait ailleurs.
Ce basculement n'est pas qu'une crise française, c'est l'avertissement d'un modèle en péril, dont les leçons de démocratie se retournent contre ceux qui les proclamaient. Pour la première fois, l'illusion d'immunité occidentale vole en éclats, et le monde entier observe, inquiet. Mais la colère de la rue ne se contente plus des discours et des chiffres. Elle s'intensifie, se transforme en bras de fer contre l'État. Les dés sont jetés. Ce qui se profile, c'est un affrontement où chaque minute compte, et où l'avenir du pays se joue à découvert. Alors que la tension monte et que la défiance s'installe, certains cherchent encore à croire à une sortie de crise. Mais les fissures s'élargissent, et la moindre étincelle pourrait tout faire basculer. Quand la rue devient le vrai Parlement et que les citoyens se détournent des élites, un point de rupture a été franchi. Dans le tumulte des grandes artères parisiennes, un Premier ministre chute. Gabriel Attal remet sa démission, la tête basse. Il ne s'écoule que quelques heures avant que Sébastien Lecornu ne soit parachuté à Matignon pour tenter d'apaiser la tempête. Mais la colère gronde toujours, indomptable. Changer de visage à la tête du gouvernement. Pour beaucoup, cela ne modifie rien. Ce n'est plus une question de personne, mais de système. La fracture s'est creusée. Ce sont les institutions elles-mêmes que la population remet en cause. Autrefois, source d'espérance, elles semblent désormais flotter loin de la réalité vécue. Les promesses s'effritent. Les discours officiels résonnent dans le vide. La légitimité, cette monnaie invisible du pouvoir, s'est évaporée. Le gouvernement, malgré ses nouveaux visages, agit sans véritable autorité. Les annonces officielles suscitent scepticisme et indifférence. L'État parle, mais la rue ne répond plus. Les manifestants scandent qu'ils n'accordent plus leur confiance aux gouvernants et qu'ils ne les reconnaissent plus pour représentants. Ce divorce entre peuple et dirigeants fait planer un risque immense, la perte totale de contrôle politique. Chaque journée d'émeute fissure un peu plus les fondations du pays. Les crises s'enchaînent, sociales, économiques, institutionnelles. Les commerçants ferment boutiques, les écoles baissent le rideau, la peur s'insinue dans les quartiers. À chaque flambée, le spectre de l'embrasement national se fait plus présent. Dans les cafés, on ne discute plus d'élections, mais d'effondrement. La crainte grandit de voir la France basculer dans une spirale hors de contrôle, où le Parlement n'a plus de prise et où la rue impose ses lois. Pour la première fois depuis des décennies, le pouvoir a perdu l'initiative. Les élites regardent, impuissantes, la décomposition de leurs propres institutions. Ce climat de défiance n'est pas qu'un malaise politique. Il pourrait annoncer l'échec d'un modèle, celui d'une démocratie occidentale convaincue d'être à l'abri de telles fractures. Que se passe-t-il lorsque ni le président, ni le gouvernement, ni les lois n'ont plus d'écho dans la société? On ne récolte que du chaos, où chaque parole officielle jette du bois sur le feu du ressentiment. La France, autrefois référence mondiale, découvre l'amertume de l'impuissance. Ce qui se joue ici va bien au-delà des frontières de l'Hexagone. Cette crise de légitimité expose la vulnérabilité profonde de l'Occident tout entier. Mais derrière le tumulte, une question obsède tous les esprits. Jusqu'où la France peut-elle tomber avant d'atteindre le point de non-retour? Et qui, au final, profitera de ce chaos grandissant? Et si la défaillance de la confiance en France n'était que l'étincelle d'un incendie plus vaste, prêt à embraser l'Europe? Et au-delà, le monde entier. Dans les rues, le chaos s'installe. Les services publics, jadis colonne vertébrale du pays, fonctionnent au ralenti, voire s'arrêtent net. Les écoles ferment, livrant des dizaines de milliers d'enfants à l'oisiveté et à l'incertitude. Dans les hôpitaux, la tension est palpable. Soignants épuisés, matériel qui manque, files d'attente qui s'allongent. Le système craque sous le poids de l'urgence et la peur s'infiltre jusque dans les couloirs autrefois rassurants. Le commerce, moteur de la vie quotidienne, se grippe. Les rideaux restent baissés, les marchés sont désertés, les centres-villes plongent dans un silence anxieux. Les chaînes d'approvisionnement se brisent, les rayons se vident, chaque famille se heurte à la réalité d'un manque devenu quotidien. Plus grave encore, la confiance économique s'effondre. Les investisseurs étrangers, autrefois attirés par la stabilité française, se détournent. La note de confiance, jadis modèle,
se fissure sous l'œil impitoyable des agences internationales. Sur les places boursières de Londres, de New York ou de Tokyo, le mot « France » sème désormais la méfiance et la peur d'une réaction en chaîne. Au-delà des frontières, la crise française fait trembler tout un édifice. Berlin retient son souffle, inquiet pour l'équilibre européen. Washington s'interroge. La France, pilier de l'Alliance atlantique, peut-elle encore être un allié fiable? Bamako, autrefois fervent admirateur du modèle occidental, remet ouvertement en cause la légitimité des leçons venues de Paris. En Afrique, la jeunesse observe, et si l'Occident, si prompt à donner des leçons de démocratie, était lui-même vulnérable aux fissures qu'il dénonçait ailleurs. Le modèle français, longtemps érigé en référence, devient le symbole d'un chaos démocratique. Pour la première fois, la France se retrouve désignée comme le mauvais élève de la stabilité, contesté de toutes parts. Les enjeux dépassent de loin les frontières hexagonales. Si la France chute, c'est toute l'Europe qui chancelle. L'absence de leadership français laisse un vide que d'autres puissances rêvent de combler. Et pour l'Afrique, ce séisme ouvre une brèche historique, celle de s'affirmer, de revendiquer enfin une voix singulière sur la scène mondiale, là où hier encore elle subissait l'influence de Paris. Mais ce moment de bascule porte aussi une chance inédite, celle de réinventer le contrat social, de bâtir un modèle plus juste, plus en phase avec les aspirations de chacun, et peut-être d'inspirer d'autres peuples en quête de souveraineté. Pourtant, au cœur de la tourmente, une question s'impose. Qui saura saisir cette opportunité avant qu'elle ne se referme? Car l'histoire ne laisse que rarement une seconde chance. Quand le vieux modèle chancelle, une question s'impose. Faut-il tout reconstruire ou oser s'émanciper de l'ancien maître? Cette interrogation dépasse aujourd'hui la seule France. Elle résonne partout où l'on croyait les fondations politiques solides. Ce que nous voyons, ce n'est pas une simple crise locale. La France, jadis symbole d'ordre, vacille. Ceux qui se croyaient protégés devraient y voir un avertissement. Aucun système, même admiré ou ancien, n'est à l'abri de la tempête. Pour l'Afrique, cette faille dans l'armure occidentale ouvre une brèche inédite. Accoutumée à recevoir des leçons d'un Occident sûr de lui, elle peut désormais saisir ce désordre comme un signe. Il n'est plus temps de rester disciple, mais de revendiquer une souveraineté entière devant un maître affaibli. Suivre aveuglément un modèle qui s'effondre serait une erreur fatale. Aujourd'hui, la force réside ailleurs, dans la capacité à inventer un nouveau pacte social, enraciné dans les réalités du terrain. Il ne s'agit plus de copier des institutions étrangères, mais de bâtir des systèmes capables de concilier justice, diversité et légitimité. Chacun peut choisir l'émancipation. Retrouver la parole, c'est refuser la fatalité. Agir ensemble, c'est transformer la colère en énergie créatrice. Repenser la relation au pouvoir, c'est ouvrir la voie à l'innovation politique, à la solidarité, à la responsabilité partagée. Mais le danger guette. Ignorer les leçons de la crise française, c'est ouvrir la porte au même piège. L'arrogance, la surdité au peuple, la confiscation du débat peuvent conduire n'importe quelle société à l'impasse. Refuser d'apprendre, c'est condamner ses enfants à répéter les erreurs des anciens maîtres. Face à cette prise de conscience, que faire? La réponse ne viendra pas d'en haut. Elle naîtra d'une volonté collective de débattre, de s'engager, de bâtir autrement. C'est un défi immense, mais aussi une opportunité rare pour qui veut écrire sa propre histoire. Mais l'urgence ne faiblit pas. L'histoire continue de s'écrire, et chaque choix compte désormais double. La crise qui secoue la France nous renvoie à notre propre reflet. Quelles leçons choisirons-nous d'en tirer? Il serait tentant de détourner les yeux, de croire que ce tumulte n'appartient qu'à la France ou qu'il s'agit d'une énième agitation européenne. Pourtant, ce qui s'effrite à Paris résonne bien au-delà des frontières hexagonales. Cette tourmente révèle une fragilité partagée, une inquiétude diffuse qui traverse l'Occident et qui fait vaciller les certitudes que l'on croyait acquises pour toujours. Nous devons nous interroger. Comment avons-nous permis à la défiance de gangrener le socle démocratique jusqu'à faire douter de la légitimité même des institutions? Le fossé entre les élites et les citoyens n'est plus une rumeur. C'est une fracture qui s'exprime dans la rue,
dans le refus de reconnaître un système devenu lointain et muet. Ce qui déraille là-bas pourrait demain dérailler ici. Choisir d'ignorer ces signaux, c'est accepter de perdre prise sur son avenir, de voir s'effondrer ce que l'on croyait inébranlable. C'est aussi laisser d'autres écrire l'histoire à notre place et diluer notre voix dans le bruit de la résignation. Mais rien n'oblige à la passivité. Car toute crise porte une invitation à repenser la place du pouvoir, la notion de légitimité et la souveraineté collective. Il ne suffit pas de changer de visage à la tête de l'État. Il faut repenser ce que nous attendons de nos dirigeants et surtout ce que nous exigeons de nous-mêmes. L'enjeu dépasse la politique. Il est intime, social, existentiel. Refuser d'agir, ce n'est pas rester neutre, c'est laisser filer une chance déterminante de peser sur l'avenir. L'Occident, autrefois donneur de leçons, se retrouve soudain exposé à ses propres contradictions. Si la France vacille, c'est tout un modèle de société que l'on pensait solide qui menace de s'effondrer. Que faire alors? Attendre que la tempête passe, ou saisir ce moment pour repenser collectivement les règles du jeu? Chacun détient une part de la réponse, car la légitimité ne s'impose pas. Elle se construit, jour après jour, par la vigilance, le débat et le refus de l'évidence paresseuse. Ce qui se déroule sous nos yeux n'est pas un simple spectacle. C'est peut-être l'occasion, unique, de redéfinir nos priorités, d'affirmer une souveraineté vivante, en Afrique comme ailleurs. La crise française n'est pas une anomalie distante. C'est un avertissement. La vraie question n'est pas de savoir si le changement est possible, mais qui choisira de le porter. Mais pour comprendre l'ampleur de la crise, il faut plonger dans le détail des événements qui ont émaillé les derniers mois et même les dernières années. Regardons comment, pierre par pierre, cette construction autrefois solide s'est fissurée. Prenons l'exemple des Gilets jaunes. Ce mouvement populaire, né il y a plusieurs années, a bouleversé la scène publique française. À l'origine, quelques milliers de citoyens protestaient contre la hausse des taxes sur le carburant. Mais rapidement, des millions ont rejoint le mouvement, dénonçant la vie chère, l'injustice fiscale et la perte de pouvoir d'achat. Les ronds-points se sont transformés en lieux de débat, de solidarité, mais aussi de confrontation avec les forces de l'ordre. Cette vague de contestation, sans leader officiel, a mis en lumière un malaise profond, longtemps ignoré par les décideurs. De nombreux historiens ont comparé cette période à celle de mai 1968, quand les étudiants et ouvriers ont paralysé la France, exigeant plus de justice, de liberté et de respect. À l'époque, le gouvernement de Charles de Gaulle avait frôlé la chute, ne survivant que grâce à des concessions majeures et à la dissolution de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, certains se demandent si la Ve République survivra à cette nouvelle vague de contestation, tant la défiance semble enracinée. Un autre exemple, la réforme des retraites, voulue par Emmanuel Macron. Pendant des mois, des centaines de milliers de personnes ont manifesté, parfois dans la violence, pour défendre le droit à une retraite digne. Les syndicats, longtemps affaiblis, ont retrouvé une vigueur inattendue. Mais là encore, le sentiment d'être ignoré, voire méprisé, a renforcé la colère. La population a eu l'impression que les décisions étaient de prise loin d'elle, dans des bureaux feutrés, sans consultation véritable. Sur le terrain, les conséquences sont concrètes. Dans les quartiers populaires de Seine-Saint-Denis ou de Marseille, des écoles ferment faute de moyens. Des familles entières vivent dans la précarité, jonglant avec plusieurs emplois pour survivre. Les services sociaux, débordés, peinent à répondre à la détresse. Dans certaines villes moyennes, comme Saint-Étienne ou Béziers, les commerces ferment les uns après les autres, laissant des rues désertes, des vitrines vides et un sentiment de déclin irréversible. Le système de santé, autrefois fierté nationale, s'effondre sous le poids de la demande. Il suffit de se rendre aux urgences de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ou de l'hôpital Nord de Marseille pour mesurer l'ampleur du problème. Des heures d'attente, des soignants épuisés, des patients sur des brancards faute de lit. Les grèves se multiplient, les médecins quittent le public pour le privé, aggravant la pénurie. Ce n'est plus un problème de gestion, c'est une question de dignité humaine. Et ce n'est pas tout. Les étudiants, frappés par la hausse des loyers et la précarité, font la queue devant les banques alimentaires. Selon une étude récente,
plus d'un quart d'entre eux a renoncé à un repas par jour, pour des raisons financières. À Nantes, à Toulouse, à Paris, des files d'attente s'allongent devant les distributions de paniers repas. Ce sont les visages de la jeunesse française qui témoignent de l'angoisse du lendemain. Sur le plan international, la France voit son image ternie. Lors du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, plusieurs chefs d'État africains ont publiquement mis en doute la légitimité française à donner des leçons de démocratie. Comment accepter des conseils d'un pays qui ne sait plus gérer ses propres crises, a lancé un président, sous les applaudissements de l'Assemblée. L'histoire regorge de parallèles. L'effondrement de l'Empire romain, jadis invincible, a commencé par une série de crises internes, d'incapacité à réformer, de déconnexion entre les élites et le peuple. Lorsque les institutions ne répondent plus aux besoins, le vide attire l'instabilité. Les révolutions, de la Révolution française à la Révolution russe, ont toutes débuté par une perte de confiance dans le système, suivie d'un effondrement rapide quand les dirigeants ont ignoré les signaux d'alerte. Aujourd'hui, ce qui frappe, c'est la rapidité du basculement. Il y a à peine quelques années, la France était considérée comme un havre de stabilité en Europe. Les agences de notation louèrent sa gestion, les investisseurs affluaient. Mais la pandémie de Covid-19 a révélé les failles. Manque de masques, hôpitaux débordés, décisions contradictoires. Le traumatisme a laissé des traces profondes. Depuis, chaque crise, économique, sanitaire, sociale, accélère la perte de confiance. Face à ce constat, que faire? L'exemple du Canada, après la crise du référendum québécois, montre qu'il est possible de retisser le lien social en multipliant les consultations citoyennes, les débats publics, les initiatives locales. Au Portugal, la sortie de la crise financière des années 2010 a été rendue possible par un dialogue social intense, une répartition plus équitable des efforts et une lutte sans merci contre la corruption. En France, certains proposent d'instaurer un référendum d'initiative citoyenne, permettant à la population de soumettre des lois ou de révoquer des élus. D'autres plaident pour une refonte totale du système scolaire afin de restaurer l'égalité des chances. Des maires, à la tête de petites communes, lancent des budgets participatifs où les habitants décident eux-mêmes des priorités. Dans l'immédiat, des mesures d'urgence pourraient apaiser la colère. Augmentation du salaire minimum, gel temporaire des prix de l'énergie, investissement massif dans les hôpitaux et les écoles. Mais ces solutions ne seront efficaces que si elles s'accompagnent d'un changement de culture politique. Il faut restaurer la confiance, écouter sincèrement et partager le pouvoir. L'Afrique, quant à elle, observe et réfléchit. De Dakar à Ouagadougou, de Kinshasa à Abidjan, les think tanks, les mouvements citoyens, les universitaires dessinent les contours d'un nouveau modèle. Ils proposent des constitutions adaptées aux réalités locales, valorisent la diversité, promeuvent la transparence. Dans certains pays, des expériences de justice participative, d'économie solidaire, de démocratie délibérative voient le jour. L'exemple du Rwanda, qui a su rebâtir un État solide après le génocide, ou du Botswana, qui s'appuie sur le consensus et la consultation, montre que l'innovation politique n'est pas l'apanage de l'Occident. Chaque société doit trouver sa voie, en tirant les leçons des échecs des autres. Mais l'histoire enseigne aussi la prudence. Les révoltes populaires, si elles ne s'accompagnent pas d'un projet collectif, peuvent déboucher sur le chaos. L'exemple de la Libye, plongée dans l'anarchie après la chute de Kadhafi, rappelle que la destruction du vieux monde ne garantit pas la naissance d'un ordre meilleur. Il faut de la vision, de la méthode, du courage. En pratique, chaque citoyen peut agir à son niveau, s'informer, débattre, participer à la vie locale, refuser l'indifférence. Les réseaux sociaux, s'ils sont utilisés avec discernement, peuvent amplifier la voix des sans-voix, relayer les initiatives positives. Les jeunes, en particulier, ont un rôle clé. Ils sont à la fois les victimes et les acteurs du changement à venir. Rappelons-nous que la démocratie, loin d'être un acquis, est un processus vivant. Elle exige vigilance, engagement, esprit critique. Les grandes avancées sociales, droit de vote des femmes, protection sociale, école gratuite, ont été arrachées de hautes luttes. Rien n'est jamais définitivement gagné. Aujourd'hui,
la France offre au monde une leçon d'humilité. Elle rappelle que la stabilité est fragile, que l'arrogance précède la chute, que l'écoute est plus précieuse que l'imposition. C'est l'occasion, pour chaque peuple, de se demander sur quoi reposent réellement nos sociétés. Quel équilibre entre liberté et sécurité, entre solidarité et responsabilité individuelle? Pour l'Afrique, cette crise est un signal. Il ne s'agit plus de copier, mais d'innover, de s'inspirer sans s'asservir, de bâtir sur ses propres forces. Les prochaines décennies seront déterminantes. La souveraineté ne se donne pas, elle se conquiert chaque jour dans les urnes, dans la rue, dans les médias, dans les écoles. Enfin, n'oublions jamais que l'histoire n'est pas écrite d'avance. Les sociétés humaines sont capables du pire comme du meilleur. Ce qui compte, ce n'est pas le modèle hérité, mais la capacité à l'adapter, à le renouveler, à le rendre vivant. Les grandes crises sont aussi des opportunités. C'est dans l'adversité que se révèlent les talents, que surgissent les solutions inattendues, que se forgent les solidarités. Alors, face à la crise française, chacun doit s'interroger. Allons-nous subir ou agir? Rester spectateur ou devenir acteur? Laisser les vieux réflexes guider nos choix ou oser l'inconnu, l'expérimentation, la créativité? L'exemple de la Norvège, qui a su créer un fonds souverain pour préserver les générations futures, ou du Costa Rica, qui a aboli l'armée pour investir dans l'éducation, prouve que chaque peuple peut inventer son propre chemin. Il n'y a pas de fatalité. La seule certitude, c'est que l'immobilisme est le plus grand danger. En conclusion, la crise qui secoue la France est un miroir tendu à toutes les sociétés. Elle nous interroge sur notre rapport au pouvoir, à la justice, à la solidarité. Elle nous oblige à repenser nos institutions, à réinventer notre contrat social, à renouer le dialogue entre gouvernants et gouvernés. Le compte à rebours est lancé. Les 7 heures de Macron symbolisent les dernières chances d'un modèle à bout de souffle. Mais au-delà des personnes, c'est l'esprit même de la démocratie qui est en jeu. Saurons-nous tirer les leçons du passé ou répéterons-nous les mêmes erreurs? C'est maintenant, et seulement maintenant, que se joue l'avenir. La balle est dans notre camp. Quelle histoire voulons-nous écrire?